Hello les Newsers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, une émission rétrospective de notre année. Donc cette année, elle était principalement axée sur les thèmes de la culture et du sport. Donc on va revenir sur nos différents événements et nos différents partenariats réalisés tout au long de l'année. Je vous laisse avec la suite. Hello les Newsers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent d'habitude. C'est la première édition sur notre chaîne. Donc, on vous présente une émission à but rétrospectif de notre année. On va revenir sur les différents événements qui se sont passés cette année, les différents événements auxquels on a assisté, nos différents partenariats. Et on va vous faire un petit retour sur ce qu'on en a pensé, sur ce que vous en avez pensé, les retours qu'on a eu de vous, et sur ce que nos partenaires en ont pensé également. On commence avec notre premier projet de l'année qui était donc d'assister au festival du cinéma américain de Deauville auquel on s'est rendu le 11 septembre avec la voiture de l'école avec pour but d'assister à des projections d'avant-première de films. On était donc 4 à partir, nous 3 plus Louise qui n'est pas là pour le moment. On a pu faire plusieurs types de contenus différents sur la journée et différentes activités. La principale, évidemment, c'était de voir des films. Donc, on a pu voir 2 avant-premières. La première, le matin, c'était Rebuilding de Max Walker Silverman, qui est un film assez lent, assez posé sur la reconstruction d'un homme, avec pour personnage principal Josh O'Connor. Assez nostalgique aussi. Donc, un film assez intéressant qui était suivi d'une entrevue avec le réalisateur Max Walker Silverman. Toujours en VO, donc ça nous fait aussi un petit peu pratiquer notre anglais. Et l'après-midi, nous avons vu Leur cœur d'Alex Russell, qui est un film plus dynamique, suivi aussi d'une entrevue avec le réalisateur et le personnage principal, enfin l'acteur principal. Donc c'était une première expérience assez intéressante parce qu'on n'était jamais allé au festival de Deauville. C'était une opportunité. Oui, exactement. Et pour la plupart, on n'était jamais allé à des festivals de films, de c'est cinéma. Parce que c'est le seul d'ailleurs qui donne l'accès au grand public, justement. Oui, c'est ça. C'est quand on veut commencer le cinéma, effectivement, c'est un qui est intéressant. On était même étonnés, rappelez-vous, du prix des billets, de se dire que c'était aussi accessible pour une journée où on peut regarder. Je pense qu'en une journée, on peut regarder facilement 4 des films. Nous, on en a fait 2 parce qu'on avait d'autres choses de prévues. Les différentes choses qu'on a fait dans la journée, on va y revenir. Mais c'est vrai que c'était une quinzaine d'euros, ce qui est quand même accessible pour un étudiant, je trouve. Et c'est une expérience à faire. Moi, pour ça, je compte y retourner. C'était vraiment intéressant déjà de rencontrer les réalisateurs, mais aussi des acteurs. Mais au-delà de ça, le fait d'être dans cet environnement où tout le monde est intéressé par le cinéma, où on vit cinéma pendant une journée, c'est vraiment cool, quoi. Et c'est vrai que c'était super bien parce que, contrairement à d'autres festivals de cinéma en France, là c'est vraiment festival de cinéma américain. Donc en fait c'est des films américains, souvent des films d'auteur, donc des petits films que nous on a l'occasion de voir peut-être pour la seule fois en fait en France parce que c'est pas forcément des films qui vont toucher le public français. C'est notamment le cas pour Leur cœur d'ailleurs, parce que Leur cœur n'est toujours pas sorti en France. Oui c'est ça, et Rebuilding vient à peine de sortir, ou il va sortir. Il est sorti au mois de décembre. Oui c'est ça, donc en fait il y a quand même beaucoup de temps et c'est des films un peu uniques quoi, qu'on va pouvoir voir en France, donc c'était vraiment super intéressant cette expérience de voir des films en avant-première, en VO et avec autant de spectateurs, c'était très sympa. Et au niveau des contenus, donc on a notamment pu réaliser un vlog tous ensemble pour justement permettre aux étudiants de voir un peu comment ça se passe, comment ça s'organise, les séances, la présence du jury. On a également pu assister à l'inauguration de la cabane de Joel Edgerton parce que c'est une tradition là-bas. Ça a accueilli quand même des acteurs comme Robert De Niro, Steven Spielberg. Donc quand même des grosses célébrités qui ont leur propre cabane à Deauville. Et l'avantage, c'est que le fait d'être dans ce festival, on a pu voir notamment des traducteurs. Enfin, on a une traductrice franco-américaine notamment, avec qui on a pu discuter. On a également c'est un attaché de presse qui a travaillé chez Warner, donc c'est quand même pas tous les jours qu'on a ça.
Et en plus de ça, on a eu le droit à des étudiants, justement, notre cible, à des étudiants en communication et en audiovisuel, justement, qui nous ont parlé un petit peu de leur cursus. Donc moi en tout cas, j'ai trouvé ça quand même très intéressant et ils avaient Très tous complet. des visions. Ouais, Voilà, c'est ça. Exactement. Ils ont pu aussi revenir sur leur avis sur le festival, parce que c'est vrai qu'il y avait, je trouve, pas beaucoup de jeunes. Enfin, il y avait des jeunes de notre âge, etc. Mais c'était quand même un public très adulte, très mature. Je pense des personnes qui ont déjà eu l'habitude de venir. C'est pour ça aussi que ça m'a étonné le prix, de me dire c'est accessible, pourquoi on ne le connaît pas, etc. Donc je trouve que ça a été utile de notre part d'en faire la promotion sur nos réseaux pour que vous, newsers et personnes qui ne connaissaient pas encore peut-être, puissiez découvrir ce festival et puissiez peut-être y aller un jour. C'est vrai qu'on a commencé fort l'année avec ce projet pour un premier vlog, un premier contenu. C'était quand même quelque chose de gros parce qu'on a dû se déplacer, etc. Est-ce que vous trouvez que ça a été pertinent de commencer par un projet aussi gros alors qu'on n'avait pas une communauté qui était active comme c'était le début de l'année ? Je pense que c'est quand même pertinent parce que ça nous a permis de taper fort en fait sur la table dès le début, justement, parce qu'on voulait une charte qui était plutôt ancrée sur la culture, donc on avait dit plutôt sport et en même temps cinéma, etc. Et je pense que là, ça rentrait pile dans la ligne. Et quoi de mieux que de commencer par un festival ? Oui, et je trouve qu'au-delà du type de contenu qu'on a fait, commencer par un événement fort qui a été suivi ensuite de la Transat, etc., c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous a obligés, dès le début de l'année, à aller à fond et à être exigeants envers nous-mêmes pour vraiment faire un bon contenu avec quelque chose de gros. Donc en fait, c'était un challenge aussi pour nous de s'obliger à être exigeants. Et puis comme tu disais aussi, sur le cinéma, en fait, on a vu des gens d'horizons différents, mais quand on fait aussi une rétrospective maintenant avec ce qu'on fait maintenant, avec nos autres partenariats et sur le cinéma, on se rend compte en fait justement que les jeunes connaissent pas beaucoup la culture, donc commencer par un gros événement culturel, c'est aussi pas mal, parce que c'est montrer que au-delà des petites choses qu'on peut faire au Havre, comme on montre beaucoup maintenant, en fait il y a des choses qui se passent un peu plus loin et qu'il y a partout des manifestations culturelles qui sont ouvertes aux jeunes. C'est aussi à Deauville qu'on a eu l'idée de faire les interviews métiers pour la première fois. Oui. Donc c'est vrai que c'est un événement où on a l'occasion de rencontrer des gens du monde de l'audiovisuel, plus ou moins placés, mais aussi de la télé, puisqu'il y a des journalistes, etc. On a une journaliste de France 3. Voilà, exactement. Donc c'était vraiment intéressant ce point de vue-là, cette idée qu'on a eue sur place, qu'on a continué tout au long de l'année dans nos contenus, puisqu'ensuite, dans différents partenariats, on a pu interviewer d'autres professionnels. Vous verrez ça par la suite de l'émission. Mais je pense que ça a été un tremplin pour nous, pour nos idées déjà. Et puis oui, ça nous a bien lancé pour oui, exactement. Le reste ça de nous l'année. A permis, justement, comme tu dis, on a eu l'idée d'avoir les interviews métiers. En fait, ça nous a permis d'expérimenter vraiment et de trouver un axe très précis. C'est ça. Et on espère que ça aura servi à certains. En tout cas, si nous avons des cinéphiles dans notre communauté, je pense qu'ils ont été très fans de ce qu'on a pu produire sur l'année. Entre septembre et avril, c'est vrai qu'on a fait plein de choses. Et puis voilà, je pense qu'on a un peu quand même rempli l'objectif de démocratiser la culture aux étudiants dans ses différentes formes et aussi de démocratiser du coup les différents métiers. On en parlait ce matin avec nos collègues du pâté qu'on va recevoir tout à l'heure. Il y a des métiers de l'ombre, entre guillemets, des métiers derrière la caméra qu'on ne connaît pas. Et en fait, mettre la lumière sur ces métiers-là, ça permet à nous qui avons un public étudiant de montrer que travailler dans le cinéma, c'est pas juste être acteur ou être réalisateur. Il y a d'autres métiers. Il y a le métier de projectionniste qu'on a découvert ce matin. L'interview, elle est déjà sortie au moment de l'émission. Mais je veux dire, c'est qu'il y a plein de métiers. Et on a surtout, je trouve, ce qui est bien, on s'est concentré sur des métiers qui ne sont pas connus, ou pas tous. Donc je pense qu'on a été d'utilité publique sur ce coup-là. Et c'est d'autant plus important qu'on a une communauté étudiante, comme tu dis, qui ne sait pas toujours ce qu'elle veut faire plus tard. Et en fait, découvrir d'autres métiers, c'est découvrir d'autres horizons. Et donc, mieux que de proposer de la diversité. Exactement, comprendre qu'il n'y a pas que 3 métiers possibles dans le cinéma et qu'en fait, c'est tellement diversifié et qu'on a le choix en fait et on peut découvrir d'autres métiers. Et il y en a, ils pourront peut-être, grâce à nous, c'est un petit peu présomptueux peut-être, mais peut-être qu'il y en a à qui ça donnera des idées. Ouais, qu'on a mis sur la bonne piste. Exactement. Est-ce que vous conseilleriez, vous, aux newsers de l'année prochaine, de continuer les interviews de métier ? Vous pensez que ça a été utile ? Je pense qu'on a quand même commencé avec une bonne base, mais je pense qu'il y a encore plein de métiers encore à découvrir. Donc je pense qu'il y a moyen de continuer encore et de creuser un peu plus. Et au-delà du cinéma ou de la culture, il y a plein d'autres métiers dans plein de domaines différents. L'avantage de ce type d'interview, c'est que c'est pas réservé à un seul type de métier
ou type de contenu et qu'en fait, peu importe l'axe dans lequel ils se dirigent, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Et puis je pense que ça ouvre aussi des opportunités de proposer ce genre de contenu aux entreprises et aux institutions, puisqu'ils sont friands de faire découvrir les métiers qu'ils abritent. Donc je pense par exemple au Volcan, on a eu un partenaire avec le Volcan qu'on va voir tout à l'heure avec une invitée également, mais le fait de leur avoir proposé des interviews métiers, je pense que ça les a encouragés dans l'idée de bien vouloir collaborer avec nous, justement pour nous faire découvrir des métiers et pour mettre en lumière des personnes qui ne le sont pas forcément et montrer un petit peu les coulisses des différentes institutions. Ça rapproche en fait entre les institutions, ça rassure aussi. De se dire, on sait qui vous êtes parce que nous, on peut filmer vos métiers, on peut comprendre un petit peu plus comment vous fonctionnez. Et les entreprises, ça leur permet d'être un petit peu plus transparentes. Puis ça génère un carnet d'adresses en plus qui est utile justement dans le monde professionnel. Quand on travaille, c'est quand même bien d'avoir une liste de qui contacter, c'est quand même toujours utile en plus de ça. Oui, carrément. Et on a aussi... Oh, pardon, vas-y. Ce qui est important aussi, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est quand on a organisé, mine de rien, le départ au Festival de Deauville, c'est qu'on a quand même organisé ça bien à l'avance, mine de rien. Je pense qu'on a organisé ça au moins 3-4 mois à l'avance parce qu'il y a des démarches administratives, notamment avec la voiture, la prise en charge également. Donc c'est quand même un événement où on a eu besoin de préparer ça bien en amont. Donc ça, c'est quand même important que les futurs... étudiants qui reprendront le projet justement le sachent. Il faut bien s'organiser, il faut prévoir et vraiment ne pas partir au dépourvu comme ça une semaine avant. C'est quand même très important. Surtout quand c'est un événement à la rentrée. Parce que du coup, il y a les grandes vacances juste avant qui font qu'on n'est pas forcément tous joignables et pas forcément tous connectés et à l'affût de ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on a bien fait de s'y prendre tôt sur ce coup-là, parce que je pense qu'on était pour le mois d'août. Déjà, peut-être ce serait rempli, on n'aurait pas eu nos places, mais surtout on aurait été moins concentrés et moins... on aurait été plus dissipés sur la réservation. Pris au dépourvu. Puis on se souvient justement qu'on a eu ces petits problèmes de, en fait, c'était compliqué de contacter les personnes, etc. Et aussi. C'était un petit challenge à surmonter et c'est ce qui rassure aussi en se disant on a réussi à mener ça à bien dès la rentrée, en fait, dès le début. En fait, l'année peut aller tranquillement parce qu'on sait comment faire maintenant. On va passer donc à notre deuxième grand événement de l'année parce qu'on a vraiment commencé fort. On a enchaîné nos deux plus grands événements dès la rentrée. 2 mois. Donc Jack, je te laisse nous présenter le prochain événement. Et bien justement, on a ensuite accueilli un autre événement sportif qui a eu lieu au Havre, juste à côté de l'IUT du Havre qui est Frissard, qui est la Transat Café L'Or, donc une course internationale de bateaux, donc de voile, où il y a eu notamment 4 catégories de bateaux que vous allez découvrir avec juste après. Et on se retrouve avec quelques images. Eh bien, on a certes eu le Festival du cinéma américain de Deauville, mais on a eu un autre événement majeur qui a eu lieu un mois après, justement au mois d'octobre, qui est la Transat Café L'Or. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, c'était une bonne course. C'était une bonne expérience, c'était quelque chose qui était à côté, donc on a eu des facilités pour se déplacer. Et puis même, il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde à rencontrer. Donc c'était franchement sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la Transat Café L'Or, c'est une course de voile donc, qui accueille des skippers des 4 coins du globe. Et en fin de compte, il y avait 4 catégories de bateaux que tu connais en particulier. Oui, il y a les IMOCA, les Ultimes, les Océan 50 et les classes 40. Il faut savoir que les IMOCA, on avait quelqu'un quand même d'assez connu qui est Violette d'Orange, qui est assez populaire sur les réseaux sociaux. Et on peut dire que dans la catégorie des classes 40, le Havre a notamment été mis à l'honneur. Elle a été beaucoup mise à l'honneur dans les classes 40 avec notamment Cédric Chateau et Guillaume Pierwell qui étaient au SNPH, donc le club de voile du Havre. Ils ont gagné cette course justement de classe 40. Mais il y a aussi eu plus tôt en 2025 avec la course du Vendée Globe remportée par Charlie Dalin qui est lui aussi membre du SNPH. Ouais, donc une belle année en fin de compte. Ça montre aussi à quel point le Havre c'est une ville où la voile est bien mise en avant et bien exposée au sein de la ville. C'est une belle rivalité avec la Bretagne aussi qui rayonne ces derniers temps. C'est ça. Et on a pu également interviewer Timothée Paulet, donc qui a fait une bonne course, car il est arrivé à la 15e place, étant donné que c'était le seul
skipper étudiant, c'était quand même une assez bonne performance. Surtout qu'il y a eu des conditions météorologiques ensuite qui ont été très compliquées avec une absence de vent notamment au niveau du milieu de la course. Donc c'est quand même une belle performance, mine de rien, au vu des conditions. Justement, on s'est posé un peu la question, on s'est demandé qu'est-ce que Timothée était devenu, justement, parce qu'il y a quand même plusieurs mois qu'ils se sont séparés depuis là. Et donc on s'est demandé qu'est-ce qui est devenu. On a les images juste ici. Eh bien, bonjour Timothée, merci d'être ici. Première question qu'on a à te poser, c'est vis-à-vis de cette transat, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers mois? Comment tu te sens après cette traversée? Bah écoute, on est toujours très content de terminer la Transat Café L'Or. C'est quand même une course qui est exigeante. Et là, du coup, on est sur une phase où on répare les bateaux, on les optimise et on remet les bateaux à l'eau d'ailleurs dans quelques jours. Donc on a vraiment hâte de renaviguer parce que c'est quand même notre cœur de métier et très hâte aussi de reprendre la compétition. C'est quoi ton objectif pour 2026 maintenant que la Transat est passée? 2026, je vais faire une épreuve que j'ai jamais faite. En solitaire. C'est la route du Rhum. Ça a lieu une fois tous les 4 ans. C'est une épreuve qui est vraiment mythique en course au large. Ça sera au départ de Saint-Malo le 1er novembre. Et avant, c'est évidemment une période de village, un peu comme on peut connaître des fois sur les transats Café L'Or Wavre. Il y a beaucoup plus de monde à Saint-Malo. C'est un peu moins joli parce que c'est la Bretagne, mais n'empêche que c'est un événement qui est mythique et j'ai très très hâte d'y participer. Ça va être ma deuxième transat en solitaire. Ça a son charme. Ça a son charme, voilà. C'est une course qui est exigeante parce que voilà, on n'a pas de, c'est un parcours direct jusqu'à la Guadeloupe. N'empêche que les premiers jours en mer où on affronte les dépressions, les fronts, en solo, ça reste costaud. Tu es devenu président du club, du SNPH. Qu'est-ce que ça fait d'être président? Qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce qu'il y a des ambitions maintenant que tu es président? Le SNPH, c'est vraiment mon club de cœur. J'y suis depuis que je suis tout petit. On a une équipe qui est formidable, que ce soit au conseil d'administration ou les salariés. Moi, je sais que je peux compter sur eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et là, on a 3 grands défis avec le SNPH. Le premier, c'est de réussir à bien fonctionner avec les 3 clubs, voire aller un peu plus loin. Le deuxième, c'est le réaménagement du terre-plein selon les candidats qui gagneront les élections municipales. Et le SNPH prendra sa part dans les élections municipales et on accueillera tous les candidats, les citoyennes ou majorité municipale, on les accueillera au SNPH s'ils souhaitent parler d'autisme. Ça, c'est important. Et le troisième axe, c'est parce qu'on a une flotte qui est vieillissante. Il y a eu, dans les années 2005, énormément d'achats d'habitables, des J80 à l'SRH, des 7.5 dans les autres clubs. On a besoin de renouveler cette flotte pour rester concurrentiel. Et donc voilà, ça va être aussi des négociations avec des acteurs privés et des acteurs publics. Donc là, je vais avoir une présidence pendant 2 ans un peu sportive. Musclée. Mais j'accepte le défi. Merci beaucoup Timothée. Merci. Et puis le meilleur pour 2026. Let's go. On peut dire que Timothée a donc de sacrées ambitions pour les prochaines années. Puis franchement, arriver aussi jeune à être président d'un club de voile, on sent aussi un renouvellement du côté du SNPH, de vouloir se renouveler, de mettre plus de jeunesse et donc se relancer. Donc je pense que ça va être une année intéressante à analyser du côté du SNPH pour voir leur avenir. Puis surtout son annonce sur le fait de faire la route du Rhum, quand même, qui n'est pas une course anodine, mine de rien. Et même tout seul, c'est des courses qui sont assez difficiles, aussi bien physiquement que mentalement, parce qu'il faut tenir, et donc ça va être un vrai défi pour lui. Moi, je suis d'accord. Et puis il y a les concurrents bretons aussi, on connaît leur capacité, c'est quand même un sacré gabarit, mine de rien. Pour revenir sur cette transat, encore une fois, on a quand même eu pas mal de choses, mine de rien, parce qu'organiser un événement comme ça, c'est quand même un événement d'envergure internationale. Donc ça a quand même nécessité pas mal de démarches, pas mal aussi de responsabilités. Enfin, je pense que tu te souviens avec Timothée. Ouais. Où il y avait eu quelques galères, notamment avec la météo, où on avait une interview prévue avec Timothée et les joueurs du HAC. Et à cause de la pluie, on a dû reporter cette interview. Mais on a quand même réussi à la voir, donc c'est le principal. Non, c'est là qu'on voit vraiment l'importance de dialoguer, parce qu'en fin de compte, là c'était en plus dans un lapsus de temps très court, parce que le départ se faisait dans quelques jours seulement. Et franchement, on a eu de la chance, je pense, d'avoir cette date. Mais c'est vraiment là qu'on voit l'importance de dialoguer. Après, on a aussi la chance que la Transat se passe à côté de l'IUT. Donc, on avait aussi cette facilité pour se déplacer, pour communiquer avec les personnes. Après, le monde de la voile, c'est un monde assez ouvert. Donc, c'est assez facile d'accéder à des contacts.
Surtout avec Jack, toi, tu avais fait ton stage Ouais, à la tout à NCNPH, fait. donc tu avais des contacts. Donc c'est aussi ce qui nous a facilité. Après, on a vu aussi avec Cédric Château et Timothée Paulet, ils sont très ouverts à la discussion et très sympas, surtout avec Timothée Paulet qui est étudiant comme nous, donc il nous comprend. Oui. Il connaît cette situation. Donc voilà, et puis je trouve que c'est bien parce que c'est aussi un sport qu'on ne parle pas forcément dans le sens large en France. Hein. On sait que le foot c'est quelque chose qui est beaucoup parlé, le basket aussi, la voile un peu moins parce que c'est pas pratiqué partout. Donc ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a appris quand même pas mal de choses, mine de rien. Même au Havre, qui est une ville où il y a beaucoup de voile, on n'en parle pas forcément beaucoup. On parle plus des clubs de foot, alors que la voile, c'est quelque chose d'énorme. Mais souvent, dans les écoles primaires, ils font des initiations à la voile, où il y a des cours de voile. Donc c'est aussi un sport qui est bien mis en avant au Havre. Donc les gens savent un peu comment ça se passe. Bah, c'est notre objectif d'ailleurs de mettre en avant ce sport. Et donc voilà, parce qu'on sait que on n'entend pas trop parler dans les médias, etc. Donc on espère que ça a étendu un peu ce milieu. Dans les médias, on entend plus souvent parler de la Transat, du Vendée Globe et de la Route du Rhum. La Transat Café l'Or, on entend moins parler. Même si on est au Havre, on est pas dans forcément le milieu, donc on l'entend parler, mais après, est-ce qu'à l'échelle nationale, c'est ça la question? Oui, tout à fait. Ensuite, on peut parler aussi du fait que, comme c'était à côté, on avait la facilité aussi d'avoir des interviews, de prendre des points de vue directement de la Transat. On a c'est quand même assez sympa, mine de rien, avec le soleil. Pendant une journée, on a marché et en fait, on a rencontré plein de gens, on leur a posé des questions, notamment des associations. Et c'était des superbes rencontres aussi. Voilà, on leur a posé des questions sur l'association, ils nous ont exposé. Oui, en plus, parce que les skippers, justement, avaient tous des causes. Ils avaient tous des causes en fait intéressantes. C'était pas seulement juste histoire d'avoir des fonds, c'était une question aussi de s'engager dans une association, de pouvoir donner des fonds pour des belles causes, notamment pour des enfants, des maladies rares. Donc c'était quand même, je pense, une belle occasion aussi de valoriser ça, justement. Ça dépasse l'échelle en fait d'une course. Il y a aussi de belles rencontres, de belles surprises, notamment avec l'ancienne Miss France, où on n'a pas réussi à avoir l'interview, mais on aura bien tenté, et puis voilà, ça fait quand même du bien de voir Miss France arriver au Havre. C'est pas tous les jours qu'on verra ça. C'est vrai. Il y a des belles opportunités, mine de rien. Après, il y a aussi le départ. Le départ, on l'a filmé. C'était quelque chose où aussi on a eu des soucis, et notamment avec la météo. Donc il y a eu de la pluie, du vent et aussi le froid. Donc il a fallu affronter ça pour filmer le départ. Donc ça fait aussi de belles expériences de pouvoir filmer dans des conditions telles qu'elles étaient le jour du départ. Mais c'est là qu'on voit l'importance finalement de planifier, parce que mine de rien, les interviews, dans une période comme la Transat, on se doute que les skippers sont occupés. Donc je me souviens qu'on les avait démarchés un mois. Bon, évidemment, plus c'est tôt, mieux c'est. Mais c'est là qu'on voit vraiment l'importance pour pouvoir s'adapter, pouvoir avoir du contenu intéressant, pouvoir aussi s'adapter aux conditions de météo, comme tu as dit. Parce que la pluie, disons, se balader avec une caméra ou du matériel audiovisuel, en temps de pluie, c'est quand même pas la même chose qu'avec du soleil ou juste un peu des nuages. Donc non, c'est vraiment l'idée dans ce genre d'événement-là, c'est de ne pas prendre de risques et surtout de planifier un maximum, parce que c'est le plus important. C'est ça. Et pour en revenir au village qu'il y a juste avant la course, franchement, c'était une belle expérience. C'est quelque chose qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des bars qui sont sympas avec de la danse, du chant. Donc, on s'ennuie pas. C'est tous les 2 ans la Transat. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de découvrir un peu le monde de la voile, discuter avec de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Puis surtout qu'on a l'avantage d'être au Havre. Encore une fois, c'est quand même une ville portuaire. Et donc, avoir un événement de cette envergure-là, on n'en a pas tous les jours. Comme tu as dit, c'est un effet tous les 2 ans. Et puis ils sont très ouverts, c'est l'avantage de ce milieu-là, où dans d'autres milieux c'est un peu plus fermé justement. Ils sont vraiment ouverts, donc pour pouvoir discuter avec eux c'est quand même un vrai plaisir, parce qu'ils sont très ouverts, ils sont francs, et voilà, en tout cas nous on a passé un super moment. Donc on a eu certes des projets, mais on a eu également des collaborations qui ont lieu au cours de cette année. À présent poursuivre sur nos partenariats de l'année avec un de nos partenariats majeurs avec le Volcan
qui est une scène nationale. Notre but, c'était d'attirer un petit peu plus les étudiants et de leur faire découvrir qu'est-ce que c'est le volcan, qu'est-ce qu'on y fait, et un petit peu l'envers du décor. Donc pour ça, on a fait plusieurs contenus. On a principalement fait des interviews des gens qui y travaillent, mais aussi des spectacles pour comprendre qu'il y a plein de spectacles différents au volcan. Et donc on a beaucoup échangé avec vous, Violette, qui êtes attachée de presse au volcan. Et vous êtes aussi ancienne étudiante en information communication et ancienne membre d'une usine, il me semble. Eh oui. Qu'est-ce que ça fait de revenir un petit peu aux usines, voir un peu comment ça a évolué? C'est un grand plaisir. C'est vrai qu'au service communication du volcan, on est 4. Et je suis la seule ancienne infocom du service. Et du coup, ça me tenait tout particulièrement à cœur parmi l'équipe de traiter avec vous, de revenir ici, de voir aussi tout le contenu que vous produisez, toute la manière dont le média a évolué depuis toutes ces années. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. C'est super. Donc vous étiez une usine, comme on vient de dire. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre métier actuel en tant qu'attaché de communication? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, le Newsin, on peut le considérer presque comme un média à part entière. Moi, dans mon métier actuellement, en tant qu'attachée de presse, je gère les relations avec les médias régionaux, locaux, pour leur communiquer les informations sur le volcan, notre programmation, etc. Donc, d'avoir pu mettre les pieds dans un média pendant mes études, en fait, ça me fait voir aussi l'envers du décor. Je peux comprendre aussi tous les enjeux pour un média, savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va raconter, sous quel angle, etc. Donc moi, en tant qu'attachée de presse, ça me permet, ça m'aide en fait à mieux identifier les objectifs, les cibles de chaque média, puisqu'en fait chaque média est différent et il faut s'adapter, il faut adapter notre discours à chaque média justement. Ça permet de comprendre un petit peu plus les deux parties en fait, Ouais. les médias et ce que vous faites vous. Ouais, exactement. Je pense que là aujourd'hui, voilà, j'ai plus du tout de pied dans les médias en tant que tels. Mais je développe beaucoup de relations, de relationnel et du coup, tous ces médias-là ne sont pas des médias étudiants comme le vôtre. Et donc, c'est aussi pour ça que pour nous, c'était hyper intéressant de travailler avec vous. Parce que vos cibles sont aussi des cibles qui nous intéressent beaucoup, qu'on a beaucoup de mal à toucher au volcan. Donc en fait, je trouve que là, notre partenariat, en tout cas, c'était vraiment un partenariat parce qu'il y avait vraiment un côté donnant-donnant et gagnant-gagnant de chaque côté. Est-ce que ça change beaucoup d'avoir travaillé avec un média étudiant? Est-ce que le fait qu'on soit étudiant change beaucoup d'un média traditionnel? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on a exactement la même considération, on va prendre le temps de la même manière. Là par exemple, vous avez pris sur votre temps perso pour aller voir des spectacles le soir, venir filmer le soir et tout. Donc nous, c'est aussi une manière de vous rendre l'appareil en vous accueillant, en faisant en sorte que vous vous sentiez pas perdu dans le volcan, en fait que vous soyez étudiant ou plus tard, journaliste confirmé, voilà, et professionnel, en fait on aura toujours la même considération. Ok. Et du coup, est-ce qu'on a répondu à vos attentes potentielles en termes de contenu? Complètement. En fait, on n'avait pas non plus d'énormes attentes parce qu'on sait que votre travail c'est un travail qualitatif. Et nous, notre objectif, c'était aussi de vous laisser toute la liberté possible d'aborder de prendre le ton que vous souhaitiez prendre, la forme. Donc en fait, on est vraiment plus que content de ce que vous avez pu faire. Dans les micro-trottoirs, vous avez aussi beaucoup donné la parole aux spectateurs. Vous avez pris vous-même la parole pour dire ce que vous pensiez des spectacles. Même si vous avez des avis négatifs ou si les spectateurs vous donnent des avis négatifs, c'est bien de les mettre aussi. On n'est pas là pour dire que c'est obligé de plaire à tout le monde et que le volcan, il n'y a que des ressentis, des émotions positives. Non, il y a aussi parfois, on peut être déçu d'un spectacle et c'est normal. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y retourner. Donc oui, on est très, très heureux de votre contenu
très professionnel. Merci beaucoup. Je trouve que de notre côté aussi, c'est ce qu'on a beaucoup ressenti, qu'on était très libre et bien accueillis et c'était vraiment agréable comme partenariat. Bon, bah tant mieux. C'était très enrichissant. Bon, en tout cas, j'espère, moi en tout cas à titre personnel, parce que je suis une ancienne, mais aussi à titre au nom de toute l'équipe, on serait vraiment très heureux les années suivantes de poursuivre ce partenariat si jamais les équipes futures souhaitent. Voilà, je profite de ce moment pour dire aussi que nous, ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait poursuivre cette collaboration. Est-ce que vous avez d'autres idées de projets qui pourraient se faire donc, avec les futures équipes ou Alors, autre idée, là comme ça, pas vraiment, mais je pense qu'on pourrait vraiment développer ce qu'on a entamé ensemble. Je trouve que le format des interviews métiers, par exemple, c'était vraiment pas mal. Vous avez eu l'occasion d'en faire 2 cette année, mais en fait, il y a encore tout plein d'autres métiers à découvrir qui pourraient intéresser les étudiants qui vous regardent. Donc on pourrait poursuivre un peu là-dessus. Et puis, en fait, l'idée, c'est aussi que vous puissiez aller voir d'autres spectacles. Là, vous avez vu de la danse, vous avez vu principalement de la danse, d'ailleurs, un petit peu de théâtre. Mais vous pouvez aussi aller voir de la musique, du cirque. Voilà, donc je pense que peut-être même avant de trouver d'autres idées, en fait, les idées qu'on avait là, elles étaient pas mal. On pourrait les pousser encore. Les poursuivre pour les perfectionner. Oui, carrément. Ouais, ça serait super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, peut-être vous remercier déjà par rapport au Newzine, parce que moi-même j'ai assisté au spectacle Témoin, qui était un spectacle de danse. Et c'est vrai que c'est pas le genre de spectacle qu'on serait allé voir, moi personnellement, c'est pas le genre de culture auquel je suis confronté au quotidien. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir d'autres cultures, notamment à travers ce partenariat. Donc voilà, d'une part, merci pour cette découverte. C'est vrai qu'on est les premiers touchés en fait, par ce partenariat, parce qu'on est les premiers à découvrir ce que le volcan peut proposer, et c'est vraiment super cool en fait. Mais je pense que justement l'idée, si on continue d'année en année, c'est que... parce qu'en fait, les étudiants dans n'importe quelle ville, et notamment ici au Havre, ça change tous les ans. Il y a des gens qui viennent, qui partent, qui ne sont pas forcément du Havre, et quand ils arrivent et qu'ils voient ce gros bâtiment blanc au milieu de la ville, ils se disent « Ah ok, soit c'est beau, soit c'est moche, mais qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, bon, on va boire un verre autour et voilà. » Mais vous, si vous avez quand même un bon vivier d'étudiants, d'anciens étudiants qui vous suivent, le fait qu'on continue ce partenariat sur le long terme, ça peut aussi nous permettre à nous de tout d'abord, plutôt que de les... notre objectif, oui, bien sûr, c'est que les gens viennent, mais avant tout, c'est d'identifier de leur faire identifier ce bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, et est-ce qu'on peut y aller? Oui, tout le monde peut y aller. Un plus large public. Voilà, exactement. Et merci beaucoup. Grand merci à vous. Pour cette entrevue. Et pour ce partenariat aussi, j'espère que l'an prochain, ça pourra continuer et évoluer vers d'autres choses peut-être. Carrément, on est tout à fait partant. Merci à vous pour votre accueil et puis pour tout le travail que vous avez brillamment effectué. Merci beaucoup. Merci. Donc cette année, on a également réalisé un partenariat avec l'artiste havrais Alexandre Delaunay, prénommé sous son nom d'artiste Mascarade. Donc on a fait ce partenariat parce qu'on pensait que c'était très important d'intégrer un artiste havrais dans notre contenu, sachant qu'il est très très axé sur la culture cette année. Donc on pensait que l'art, c'était aussi très important à mettre en avant, en plus du cinéma et d'autres contenus. À noter que c'est lui qui nous a contactés parce qu'il cherchait à élargir son public. Alors comme on l'a dit, il est très connu et apprécié des Havrais, mais c'est vrai que c'est pas un public forcément très étudiant et très jeune. Ouais. Donc à travers cette collaboration avec nous, il a vraiment cherché à toucher des étudiants. Je pense qu'il a d'ailleurs réussi, puisque en tout cas pour notre part, c'est un contenu qu'on a trouvé avoir bien fonctionné. C'est notre premier contenu qui a dépassé les 100 likes. On est à 130 likes à peu près et 3000 vues je crois. Donc c'était quand même un record pour nous, même si les chiffres pour lui sont peut-être pas aussi énormes qu'ils nous ont paru. En tout cas, nous, on était bien contents de ce partenariat. C'était à l'occasion de la sortie de son livre aussi, il ne faut pas oublier de le dire, autobiographique. Qui s'appelle Mascarade coulisses. Donc c'était une autobiographie de sa vie, de ce qui l'a mené à devenir artiste. Et c'est très intéressant, j'en ai lu une très grande partie. Ouais, ce qui était aussi intéressant dans cette collaboration, c'est que c'était la première fois qu'on faisait une interview prévue avec un artiste ou peu importe un intervenant.
Donc il a fallu qu'on s'organise pour se déplacer en fonction de l'emploi du temps de l'artiste, qui est quand même pas souvent disponible ou pas souvent en France même, en fonction de nos propres emplois du temps, de nos cours, etc. Donc on s'est rendu dans son atelier, dans lequel on a fait de la captation aussi sur ses œuvres, etc. qui sont exposées. Donc ça a été quand même un plaisir de travailler avec Mascarade, avec Alexandre Delaunay. Il n'est pas présent aujourd'hui pour nous faire un retour, ce serait intéressant d'avoir un petit retour dans les commentaires s'il pouvait. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment un plaisir. Et merci à lui de nous avoir proposé ce partenariat, cette collaboration, puisque ça nous a permis d'intégrer l'art pictural dans notre contenu sur l'année, où on n'avait que de l'art surtout audiovisuel. Ouais, c'est sûr. Ça nous paraissait vraiment important d'intégrer aussi cet axe de l'art. On va passer à notre partenariat suivant, qui était donc notre partenariat avec le pâté Dogue Bobon. On va accueillir notre invité, Monsieur Sylvestre. Donc on va poursuivre sur notre partenariat cette année avec Pathé. Donc cette année on a commencé ce partenariat, donc il y a à peu près 6 mois, on a commencé en janvier si je me souviens bien. Notre objectif c'était de vraiment axer notre année aussi sur le cinéma, donc ça nous paraissait très intéressant de créer un partenariat avec un cinéma et voilà. Effectivement, dans la continuité de notre ligne éditoriale, c'était plus que pertinent de se tourner vers un cinéma, d'autant plus celui des Dogue Vauban, qui quand même est très accessible aux étudiants, donc qui correspond à notre cible. Avec ce partenariat, on a fait différents contenus, à savoir des concours mensuels où on faisait gagner à nos followers et aux followers du pâté 2 fois 2 places, donc incluant des salles premium pour leur faire découvrir vos locaux. On a également proposé des ciné-news, donc un résumé des différents contenus proposés chaque mois, mais aussi des revues cinéma qu'on a filmées lors d'avant-premières auxquelles on a pu assister, ainsi que des interviews métiers qui sont sorties normalement il y a très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Sylvestre, ce que vous en avez pensé de ce partenariat, ce que vous en avez tiré et je vous laisse la parole. Super. Déjà, je tenais à vous remercier parce que les échanges ont été assez top et assez faciles. Et donc ça, c'est toujours agréable dans un partenariat. Pour moi, de par notre implantation géographique, il me semblait extrêmement utile qu'on puisse parler aux étudiants. Parce qu'on est vraiment ancré dans ce campus. J'en étais d'autant plus heureux que je pense sincèrement que Pathé a sa place dans ce dispositif-là. C'est vrai qu'on avait laissé un peu cette place-là à nos concurrents et je trouve ça assez dommage. Je continue à dire que grâce à notre pluralité de programmes et de programmation plutôt même d'ailleurs, je trouvais ça extrêmement important qu'on parle aux étudiants et grâce à votre support et à votre média, je pense qu'on a réussi. Donc pour moi, de notre côté en tous les cas, c'est vraiment réussi. Ok, donc vous trouvez que finalement cet objectif de toucher une cible étudiante, on vous a permis de l'atteindre un petit peu ou pas ? Mais totalement. Okay. Vos contenus ont été très pertinents et je pense qu'on était dans le meilleur axe pour pouvoir parler à nos amis étudiants. Ouais, c'est vrai que comme vous l'avez dit, moi je trouvais ça très très intéressant qu'il y ait des films grand public et aussi des films qui sont plus niches, qui sont plus des films d'auteur. Moi je trouvais ça très très intéressant, contrairement peut-être à d'autres cinémas qui ne proposent pas forcément les films grand public. Ça peut, je pense, intéresser les étudiants de découvrir des films grand public qui sont très connus, etc. Je trouvais ça très intéressant. On a eu de beaux retours, nous, des personnes qui nous suivent, notamment pour les concours, qui ont vraiment plu et qui ont marqué un taux d'engagement vraiment supérieur à ce qu'on avait sur le reste de l'année. Je pense que vous aussi, ça a dû se sentir, puisque ça impliquait de suivre nos 2 comptes. Donc un taux d'engagement, que ce soit dans les commentaires ou dans les follows.
mais aussi les ciné-news qui ont vachement plu, parce qu'on nous a fait des remarques positives comme négatives d'ailleurs, comme quand on oubliait certains films, on mettait pas la lumière sur certains films qu'ils auraient voulu voir, donc à corriger pour l'année prochaine, peut-être si le partenariat est continué, de proposer plus de films dans nos ciné-news, puisque pour l'instant on s'est cantonné à 12 films. Donc voilà, on en tire des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais on en tire aussi des belles choses. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est une réalité. Bien sûr que le cinéma d'auteur est extrêmement important. On a cette particularité française qui pousse le cinéma d'auteur et c'est très bien. Je continue à dire qu'en tant qu'étudiant, on a aussi parfois un peu besoin de se vider la tête. Ouais. Et un cinéma grand public peut être totalement divertissant, c'est le but. Hein. On a la chance d'avoir 12 salles, donc on a à peu près, on parlait de 12 films, bah nous aussi on a à peu près 12 films, ce qui nous permet d'avoir des styles différents et qui touchent absolument tout le monde. On parlait de la continuité et de la continuation de ce partenariat. Bien sûr que l'année prochaine, on souhaite continuer, parce qu'on a adoré, c'est génial. Il y aura toujours des améliorations, mais je trouve que là, on a une base qui est géniale. Ouais. Je sais que j'avais la chance de recevoir les gagnants du concours, ils étaient ravis. Et nous, on est ravis de pouvoir faire découvrir notre cinéma et nos salles particulières. On les a vus ce matin, on a eu la chance de voir notre salle premium. Donc voilà, nous, on est totalement ravis de faire découvrir notre cinéma. Ce qu'on disait, c'est que aussi on a fait plusieurs contenus, on n'a pas fait que par rapport à ce que vous proposez, mais aussi par rapport aux personnes qui travaillent chez vous. Donc là, au moment où cette émission elle est postée, votre interview et l'interview de votre collègue Abderrahmane, projectionniste et directeur technique, est déjà publiée. Donc on trouvait ça aussi intéressant de parler à nos étudiants des différents métiers qui existent dans le monde du cinéma. Parce qu'il n'y a pas que réalisateurs et acteurs, mais bien des métiers qui sont cachés et qui sont accessibles pour nos followers cinéphiles. Et c'était intéressant aussi de mettre ça en parallèle avec aussi nos autres partenaires avec qui on a fait aussi ce type de contenu. Et c'était super intéressant parce qu'on peut découvrir différents métiers du cinéma, différents métiers du monde du spectacle. Et je trouvais ça super intéressant. Ouais. Par rapport à ce que nous on en a tiré, il y a également le fait que c'était très professionnalisant de travailler avec une institution comme Pathé, notamment dans le fait d'accorder nos emplois du temps et de trouver une date, de trouver une heure, etc. Beaucoup d'organisation. Voilà, de réserver du matériel, etc. Ça nous a permis d'être bien carré sur notre propre organisation. Donc je pense que ça nous a aussi permis de nous entraîner, nous, d'un point de vue plus personnel, pour plus tard, ce qu'on devra faire. Mais aussi, ça nous a appris à gérer l'image. Donc, on a eu beaucoup de travail d'audiovisuel de nos collègues newsers, mais aussi, on a utilisé pas mal de logiciels sur lesquels on a appris à se développer pour nos différents contenus. Et le résultat, c'est un public satisfait et fidélisé. Donc, on en est plus que satisfait. C'est sûr. Je suppose des partenaires aussi ravis, parce que je ne dois pas être le seul. Oui. Je le répète, hein, c'est un vrai bonheur de vous voir bosser comme ça et aussi engagé. Ça fait du bien. Non, mais sincèrement, ça fait du bien. La qualité de vos échanges, parce que vous parliez de logiciels, tout ça, mais vous vous adressez à des professionnels. C'est aussi quelque chose qui était peut-être une première fois pour vous et je trouve que vous l'avez géré d'une façon très, très professionnelle. Merci. Vous m'avez appelé pendant toutes ces 6 mois, Monsieur Sylvestre, donc j'ai adoré. mais c'est pas très grave. Non, mais vraiment, il y a un vrai... vous prenez ça avec un vrai engagement et ça fait vraiment plaisir à voir, sincèrement. Parce que des propositions de partenariat, on en a beaucoup. Et on est toujours ravis quand ça aboutit à quelque chose et le résultat a été là et quand, encore une fois, le contact est professionnel et très sympathique. Bah moi, c'était un plaisir aussi en tant que coordinatrice externe de rencontrer aussi des professionnels aussi intéressants, parce qu'on en a eu aussi d'autres, mais c'était super intéressant et moi qui suis une très grande timide, ça m'a quand même aidé à m'ouvrir et tout ça et voilà, ça m'a fait très plaisir. Et je pense qu'on a rempli notre objectif de démocratiser le cinéma auprès des étudiants en donnant accès notamment à des places offertes. Donc on vous remercie pour ça aussi. Avec grand plaisir. Et je pense qu'ils vous remercient aussi du profond de leur cœur. Voilà. Il y a également le fait qu'on ait été invité à des avant-premières, qui a été une première pour nous. Tu veux dire quelque chose dessus, Non, je sais pas. Moi, je peux vous dire quelque chose. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous permettre d'accéder à ce genre de choses. Je pense qu'on pourra encore une fois faire mieux. Je pense que les prochaines fois, on pourra même vous mettre un petit peu en immersion directement avec l'accueil des talents, des choses comme ça, parce que c'est un vrai boulot, mine de rien. Je vous le dis, c'est toujours un plaisir. On a eu la chance de recevoir cette année Jonathan Cohen, Philippe Lachaud, Jamel Debbouze, dernièrement Camille Cotin.
dit comme ça, c'est génialissime. Je vous assure que c'est un travail de dingue parce qu'il y a des vraies exigences de la part souvent des distributeurs qui vous demandent que le son soit à cette tempo-là, que le générique soit calé de telle façon. J'aimerais bien que vous voyiez justement ce travail un peu de l'ombre. On parlait de travail de l'ombre, ça c'est un vrai travail de l'ombre quand on reçoit des équipes. Donc on pourra encore une fois faire mieux, mais j'étais vraiment ravi de vous recevoir pendant ces avant-premières et j'ai bien sûr vu les images que vous en avez tirées. Je trouve ça assez top. J'aime bien parce qu'il y a une certaine impartialité aussi, c'est-à-dire que on n'avait pas juste en disant voilà c'est un film pâté ou ça se fait au pâté Doc Vauban donc c'est génial. J'ai bien aimé le côté impartial. Je me rappelle que sur Marsupilami on n'avait pas que des retours dithyrambiques et ça m'a fait plaisir de le voir aussi et c'est ce qui permet d'être un vrai média quand on a cette impartialité. Pour nous, c'est très important d'être transparent aussi et c'est aussi arrivé avec d'autres partenaires qu'il y ait des gens qui n'aiment pas certaines réalisations, etc. Et je trouve que c'est aussi très important de ne pas seulement montrer le bon côté des choses et en fait c'est le libre arbitre de chacun. Je pense que c'est aussi ce qui plaît aux personnes qui nous regardent, de voir qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'on ne dit pas que tout est bien, tout est rose quand on ne le pense pas. Là, c'est la fin de notre partenariat cette année. L'année prochaine, c'est une nouvelle équipe qui reprend le Newzine, donc on ne peut pas vous dire d'avance si ce sera dans leur ligne éditoriale ou pas de se diriger vers le cinéma. En tout cas, ils ont quand même travaillé avec nous sur les projets. Les Ciné News, c'était l'idée d'une de nos premières années, qu'on a développée par la suite, mais c'était vraiment d'elle que venait l'idée. Ils ont bien aimé aussi, ils ont participé puisqu'ils les écrivent. C'est un première année qui écrit une Ciné News à chaque fois, donc ils participent tous. Et ils ont vraiment apprécié, ils ont participé au concours. Donc je pense que même s'ils ne perpétuent pas le partenariat, ils ont vraiment bien apprécié. Et j'ai aucun doute qu'ils feront perdurer. C'est vous qui voyez. Surtout que nous, ça fait seulement 6 mois qu'on est en partenariat avec vous et je pense qu'il y a vraiment potentiellement un moyen de faire évoluer le partenariat. J'en suis convaincu. On a déjà fait de très belles choses en 6 mois. Mine de rien, ça paraît long, mais c'est extrêmement court. Vous avez vos agendas, j'ai mon agenda aussi qui est assez compliqué. On ne parlera pas des péripéties de mon métier. Mais je pense que voilà, si on arrive à faire perdurer ça, on pourra encore une fois aller plus loin. Et des idées, vous en avez et c'est dingue comme vous êtes dynamique. Donc je suis persuadé que l'équipe qui vous succédera sera aussi dynamique. Je le souhaite. Aussi sympathique, je ne sais pas, parce que vous avez mis la barre assez haute, mais en tous les cas, du dynamisme, j'en suis persuadé. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour vos retours. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Non, je vous remercie encore une fois. Je répète, allez au cinéma, allez au cinéma, allez au cinéma, que ça soit dans le mien, c'est mieux. Mais allez au cinéma, c'est un vrai vecteur, encore une fois. Il y en a pour tout le monde, des films qui divertissent, des films qui questionnent, des films qui choquent. C'est ça le cinéma, c'est ça la culture, donc venez au cinéma. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté aussi de venir aujourd'hui à l'écran. Et à présent, on va pouvoir passer à l'événement suivant. Donc cette année, on avait à cœur vraiment de mettre en avant les étudiants et la culture. Donc avec nos podcasts et aussi nos micro-couloirs, on a pu mettre cet objectif bien en place, notamment avec les podcasts où on a fait 2 sujets, un sur le cinéma engagé, mais aussi sur le sport avec les étudiants. Donc pour le premier, on a invité des gens du BUT Infocom. On a eu Samuel qui est passionné de cinéma notamment et Paloma qui est étudiante ici. Et on a eu un deuxième podcast avec Compris Jean qui est joueur au hack rugby justement et qui fait des études en parallèle ici à l'université du Havre. Mais aussi Léonore Bolly, une handballeuse du hack avec qui on a fait une interview qui n'était pas directement sur le plateau. Et qui est professionnelle en plus. Oui, c'est ça. Donc on a pu découvrir aussi des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc c'est ça aussi, il y a une démarche à faire pour les attirer. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens... ils sont pas très en fait, à même à... Ce genre d'événement, c'est vrai que ça nécessite une aisance orale et en fait les gens n'osent pas toujours et c'est peut-être passer devant le la défaut. Caméra. Voilà. C'est peut-être ce défaut principal, mais il faut pas hésiter. En fin de compte, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai envie de dire, nous aussi, on n'était pas tous très à l'aise, et c'est justement en pratiquant qu'on en arrive ici.
Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un petit peu de mal au niveau des invités, je pense que tu t'en souviens. C'est ça, on a eu des invités qui nous ont lâchés, donc on a dû décaler une émission. Donc ça c'est un petit peu chiant parce qu'on doit dire à tout le monde finalement ça a annulé. Oui, en plus. Et ça fait mal un peu, même beaucoup. Après, tous les invités qu'on a reçus aussi, c'est des invités intéressants parce que Samuel est un grand cinéphile. Il sort d'ailleurs des courts-métrages sur sa chaîne YouTube. Sur SML Productions, effectivement, et il a d'ailleurs sorti très récemment un court-métrage qui a été diffusé. Pour ceux qui ne connaissez pas, le TCU, qui est le Festival des étudiants au Havre. C'est ça. On a du coup Comprijean qui est rugbyman au HAC rugby en 2e division. Chez les seniors et Léonore Bolly qui est aussi professionnel au HAC handball. Donc c'est aussi des superbes rencontres. Ces personnes-là étaient contents de participer parce que même découvrir le plateau télé, plateau, justement, très découvrir et nous aussi s'entraîner, apprendre à comment se servir d'un plateau télé, faire face aux difficultés parce qu'on a aussi eu des difficultés, notamment sur le 2e podcast où on a eu un problème avec les caméras. Donc et là, ça nécessite de pouvoir justement très juste. Donc on a dû s'adapter, improviser au dernier moment. Donc on a filmé au téléphone et on a fait le maximum pour pas que ça se voit et on était très contents de nous parce que il y avait une bonne qualité et on n'a pas baissé les bras. C'est ça. C'est ça qui est important à savoir pour si vous souhaitez vous lancer en tout cas dans ce genre d'événement, de faire des podcasts dans un plateau professionnel, etc. Ce qui est important, c'est de toujours avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire de prévoir bien en amont. Donc plusieurs semaines, ça ne suffit même pas. Parfois, le mieux serait, je dirais, d'organiser ça un mois avant. Plus vous le faites tôt, mieux c'est évidemment. Mais le plus important, c'est d'avoir une marge de manœuvre. Comme ça, vous pouvez plus facilement trouver des invités, convaincre, avoir plus de temps pour faire des recherches. Parce que c'est ça aussi. C'est la question, c'est que selon les sujets, il faut avoir une certaine pertinence. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a manqué parfois. Mais l'important, c'est pour moi ici. Après, on a eu un contenu avec les micro-couloirs. Donc ça, c'était beaucoup plus varié les sujets. On a eu des sujets sur la politique, sur le sport, sur les étudiants et encore plein d'autres. Donc ça nous a aussi beaucoup entraîné à aller vers les gens, à aller parler aux gens. Donc on sait qu'on n'est pas tous à l'aise à aller voir les gens, il y a des timides dans l'équipe. Mais au fil du temps, on a remarqué que les gens osaient plus aller parler vers les gens. Après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, on arrivait, il n'y avait pas grand monde qui avait l'envie de passer devant la caméra parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être difficile. Donc on a su faire face à cela et pas baisser les bras et continuer. Et puis on a quand même eu des interlocuteurs et c'est le plus important. Mais je pense qu'en tout cas on a bien réalisé cet objectif parce que certes le but c'était de s'adresser à notre public étudiant en montrant un petit peu ce que la culture propose au Havre, même au-delà. Donc on l'a fait avec le Festival de Deauville, on l'a fait avec la Transat Café L'Or, on l'a fait avec d'autres événements et notamment nos partenariats, le Volcan, le Pâté que vous avez pu voir. Et justement, là, le but d'avoir ces podcasts et ces micro-couloirs, ces micro-trottoirs, ce qui était important, c'est de pouvoir permettre de donner la voix aux étudiants et de pouvoir donner aussi leur point de vue, de pouvoir échanger. C'est aussi ça, en fait, finalement. C'est pas seulement d'informer, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir argumenter, de pouvoir débattre. C'est tout l'intérêt, en fait, d'un média. Et puis, dans le but de donner la parole aux étudiants au Havre, on est parti sur tous les campus, enfin sur quasiment tous les campus. On a été à Coquereville, ici à l'IUT Quai Frissard, à l'ISEL et on est parti partout. La pluralité des voix compte énormément pour nous. On est parti voir tous les étudiants, tout type d'étudiants, mais pas que, avec aussi le Pâté et le Volcan. On est parti voir des gens qui ne sont pas forcément étudiants. Pareil pour la Transat et Deauville, il y avait des professionnels, donc c'est différent, c'est une approche différente. Parce que les étudiants, on est plus proche d'eux, on sait ce qu'ils pensent parce que nous-mêmes on est étudiants. Des professionnels, on ne sait pas trop ce qu'ils vont penser d'un média étudiant. Après, je sais pas ce que tu en penses. Moi, globalement, je suis d'accord. En tout cas, ce qu'on retiendra au sein d'une usine, c'est que, évidemment, c'est important d'informer, mais c'est aussi très important de pouvoir échanger, de pouvoir laisser la parole aux autres, justement, face à ces sujets-là, pour avoir une pluralité de voix.
Et c'est ce qu'on retiendra, c'est cet esprit-là Au final, qui représente le Newzine. C'est comme je l'ai dit au début, c'était notre objectif, donner la parole aux étudiants. Et je pense qu'on a réussi. Après, moi, franchement, je trouve que c'est réussi. Je sais pas pour toi, c'est réussi. Pour moi, l'objectif est atteint. Et pour moi, le plus important, ça va être de pouvoir continuer dans cette voie-là, justement. Ne pas relâcher et continuer dans cette voie-là. En plus, par rapport à l'année dernière, on en a fait tous les mois des micro-couloirs. C'est vraiment notre contenu en termes de réel qui était le plus fréquent. Donc l'année dernière, ils n'en avaient pas fait autant. Ils étaient plus sur les podcasts, ils ont fait plus de podcasts. Mais nous, on préférait mettre en avant les micro-couloirs pour donner la parole à un plus grand public chez les étudiants. Sur des sujets vastes, en plus. Parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais effectivement, on a commencé avec un sujet politique, notamment la démission de Sébastien Lecornu, qui a été ensuite renommé. On a eu également l'événement sportif le plus marquant, tout un tas de sujets, un sujet autour de l'IA, l'ISEL. Donc les sujets étaient très vastes et c'est ça aussi, c'est qu'on essaie d'ancrer sur la culture, mais il est aussi important pour nous, en tout cas, de pouvoir informer de ce qui se passe aussi en dehors de la culture. Parce que ça parle de notre pays, ça parle du monde, c'est très important. En plus, je me rappelle, celle de Lecornu, il y a eu un petit souci parce qu'il avait démissionné peu après quelques jours où il avait pris le poste. Donc on avait posté ça très vite en mettant en description qu'il avait démissionné et il est par la suite revenu. Donc c'est aussi quelque chose, on a dû faire face à ce problème-là, poster très vite pour réagir. Mais finalement, ils nous ont pas aidés dans leur démission, revenir. Voilà, malheureusement. Mais après, c'est les aléas du journalisme. D'où l'importance de la veille, finalement. C'est ça. Parce que aussi, ça c'est un devoir du journaliste, c'est faire une veille constante pour être justement tenu au courant, pour ne pas divulguer de fausses informations et voilà, et de respecter et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Après là, ça va, c'est quelque chose qui c'est un sujet qu'on parlait à la télé nationale, donc c'est pas quelque chose où il y a besoin forcément d'être vraiment à cran sur les informations. Donc on a vite été au courant et on s'est vite mobilisé pour sortir la vidéo très vite. Et voilà. En tout cas, on retiendra cette année qui nous aura beaucoup apporté. Merci de nous avoir regardés. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de pouvoir partager tout ce qui se passe autour de la culture et aussi au-delà de ça avec tous les membres du Newzine. Restez connectés pour l'année prochaine avec la nouvelle équipe. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous et on vous souhaite le meilleur pour la suite.